Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1h de ce 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce samedi à Abuja, au Nigeria. Il va prendre part demain, dimanche 4 décembre, au 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre Patrick Achi visite un lieu de tournage d'une importante production cinématographique à Abidjan. Le chef du gouvernement s'est rendu au quartier Blocos de Cocody pour voir la réalisation du film La colline parfumée de Abderrahmane Sissako, auteur du film à succès Tombouctou. Ce samedi, le président de la CEI s'est rendu sur quelques sites d'enrôlement dédiés à la révision de la liste électorale. Dans les endroits visités à Abidjan, on observe un engouement, l'opération en cours, un intérêt pour les citoyens, notamment les jeunes. Dans ce 20h, on fera un bilan à mi-parcours. Les pygmées, peuples victimes de stigmatisation, bénéficient désormais d'une protection en RD Congo. Après 14 années de plaidoyer au niveau national et international, une loi consacrant la discrimination positive en leur faveur a été promulguée. Soyez les bienvenus sur RTI 1. À ce jour, les âmes libres des 19 victimes de cette barbarie continuent de planer sur les bords de la plage. Le devoir de mémoire exige que l'on revienne sur ces événements douloureux. Ces phrases sont extraites d'un livre, le second de Dr Jean-Jacques Konagué, intitulé « Attentat de Bassam dans le feu de l'action ». L'expert international en maintien de la paix et spécialiste de la défense de la sociologie militaire et des questions relatives au terrorisme est notre invité de la page culture. Son ouvrage, préfacé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, rend hommage aux familles endeuillées, aux forces de l'ordre et nous interpelle sur ce fléau ravageur. Bonsoir, Dr Konagué. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous dis merci. Alors, vous venez de publier Attentat de Bassam dans le feu de l'action. Pourquoi revenir sur ces événements douloureux qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire il y a 6 ans? J'ai voulu écrire sur l'attentat de Bassam pour ne pas que cet événement sombre dans l'oubli. Parce que l'attaque de Grand Bassam est la première attaque terroriste sur le territoire ivoirien et cela fait désormais partie de notre histoire commune, de notre conscience collective. Et j'ai voulu écrire parce que cet attentat apparaît désormais comme un repère dans la construction de notre identité nationale. Et pour vous, il y a des leçons à tirer de cette première attaque terroriste survenue le 13 mars 2016 en Côte d'Ivoire. Vous nous en direz davantage dans une trentaine de minutes dans la page culture. À tout à l'heure, Dr Konagué. À tout à l'heure. Mais avant, on reste ensemble. On va faire ce voyage en partant du côté d'Abuja au Nigeria. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce samedi. Il va prendre part demain, dimanche 4 décembre, au 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce samedi 3 décembre 2022 à Abuja, la capitale du Nigeria, en vue de prendre part ce dimanche 4 décembre au 62e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au cours de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement vont examiner les rapports sur l'état de la communauté, les transitions au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, avant de participer à la cérémonie solennelle d'ouverture de ce forum qui sera marqué par plusieurs allocutions, notamment celle du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, et de Umaru Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La conférence sera également marquée par l'investiture du nouveau président de la commission de la CEDEAO, Dr Oumar Touré, désigné le 3 juillet dernier à Accra, au Ghana, en remplacement de l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou. Notons qu'en marge du sommet, les chefs d'État vont procéder à la pose de la première pierre du nouveau siège de la CEDEAO à Abuja. Et ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi visite un lieu de tournage d'une importante production cinématographique. Le chef du gouvernement s'est rendu, vous allez le voir, au quartier Blocos de Cocody pour voir la réalisation du film Colline parfumeux d'Abderrahmane Sissako, auteur du film à succès Tombouctou. Alexis Ouedraogo.
Derrière la caméra ce jeudi au quartier Blocos de Cocody, le Premier ministre Patrick Hachi assiste à l'une des scènes phares d'une production cinématographique en cours de tournage sur les bords de la lagune ébriée. Le film « La colline parfumée » est une œuvre de Abderrahmane Sissako, auteur du film à succès Tombouctou. Le cinéma aujourd'hui en Afrique de l'Ouest a un vrai tremplin et Abidjan commence à devenir la capitale aussi. La capitale de l'image, la capitale du cinéma. Elle est la capitale de la musique, on le sait, elle est la capitale de beaucoup d'autres choses, mais le cinéma commence à s'imposer. Et donc faire un film ici avec des jeunes Ivoiriens qui ont besoin d'expérience, c'est une façon aussi pour nous, moi en tant que cinéaste africain, d'apporter quelque chose. Pour le chef du gouvernement, la culture via l'industrie cinématographique riche d'opportunités reste un axe prioritaire du plan national de développement. Au CANEX, on a développé toute la stratégie Côte d'Ivoire 2030 du président de la République sur le développement des industries créatives, le potentiel qu'elles ont en Afrique qui est inexploité et qu'on voit ailleurs se développer dans le monde et pour lequel on a décidé vraiment que l'État s'implique. Le caractère de création d'emplois pour les jeunes, puisque vraiment c'est un métier où on utilise beaucoup d'autres sous-métiers, on peut le voir un peu ici, et qui a énormément d'avenir en Côte d'Ivoire, où également on se rend compte qu'on a de plus en plus de talents qui sont là. Et c'est un honneur également par ailleurs pour un pays d'être retenu par un réalisateur, surtout un réalisateur de renom comme Abderrahmane, qui a quand même fait Tombouctou, qui a eu 7 Césars, qui a eu tout ce qu'on sait de choisir Abidjan pour venir faire ce tournage-là. Dans ce tableau du village Blocos mis en valeur avec ses décors et ses figurants, la jeune Nina Milo, franco-ivoirienne, plante le rôle d'actrice principale pour ce long métrage dont la sortie est prévue pour octobre-novembre 2023. Et la République fait ses adieux au général Kwame Akissi, au général de brigade. L'ultime hommage lui a été rendu hier par les forces armées de Côte d'Ivoire. L'ex-inspecteur des services à l'inspection générale des armées est décédé. Je rappelle, en septembre dernier, la cérémonie d'adieu a eu lieu à l'état-major général des armées. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Recueillement, tristesse et prière. L'émotion était forte ce matin à la morgue de Trècheville, Ivosep, à la levée du corps du feu général Akissi Kwame, médecin général de brigade, première femme générale de l'armée de Côte d'Ivoire. La triste nouvelle de cette disparition nous a laissé sans voix, déchiré nos cœurs et nous a plongé dans une tristesse sans précédent. Votre mobilisation nous donne la force et le courage de supporter cette douloureuse situation. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des membres du gouvernement, ainsi que des personnalités politiques, parents, amis et connaissances de la défunte y ont pris part. Courageuse et audacieuse, feu général Akissi Kwame est la toute première femme officier dans l'armée ivoirienne à obtenir le brevet de parachutiste après avoir suivi une rude formation à la compagnie des parachutistes commando du 1er bataillon d'Akwedo. Pour honorer sa mémoire, le ministère d'État, ministère de la Défense lui rend hommage à l'état-major des armées en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et de plusieurs personnalités politiques et militaires. Le médecin général Akissi représentait un concept, celui de la femme capable de rivaliser avec les hommes ou de les défier sur un terrain où elles font généralement l'exception. Pour honorer sa mémoire, à l'occasion de cet hommage funèbre que nous rendent les armées, le général Akissi est notre devancière, une pionnière, notre chef pour bon nombre d'entre nous, notre maman chérie, et c'est en cela que nous lui rendons aujourd'hui les honneurs en obéissance aux recommandations de Dieu. Né le 1er janvier 1955 à Saint-Grobo, à environ 150 km sur l'as Abidjan-Yamsokro, là où elle sera inhumée, le général Akissi Kwame est la 5e du fratrie de 10 enfants. Le médecin général Akissi Kwame a tiré sa révérence en laissant derrière elle 3 enfants. Et ainsi va la vie.
Les journées de la fonction publique démarrées le 28 novembre dernier ont pris fin. 53 fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Les récipiendaires ont témoigné leur reconnaissance à l'État ivoirien, nous rapporte Grace Kando. 53 fonctionnaires issus des institutions de la République ont vu leurs efforts récompensés. Ils ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Parmi eux, 11 ont été faits commandeurs, 18 officiers et 24 chevaliers. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a pris ce décret, qui nous nomme commandeurs dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous sommes honorés par l'État de Côte d'Ivoire qui, loin de nous maintenir à l'étape où nous sommes, nous motive à aller de l'avant, à travailler un peu plus pour le bonheur des Ivoiriens. Je dédie ça au Seigneur Jésus. Déjà, c'est lui qui m'a permis de travailler dans l'acharnement. Vraiment, j'encourage les autres à travailler pour pouvoir mériter ce titre-là. Cela me donne le courage de continuer à servir l'État de Côte d'Ivoire pour qu'à travers moi, d'autres enfants de Côte d'Ivoire puissent être aussi reconnus pour leurs efforts. Pour cette année 2022, ce sont plus de 500 fonctionnaires et agents de l'État qui seront distingués par la fonction publique. Le fonctionnaire a besoin d'être encouragé, d'être motivé. Donc il importe que dans le cadre de leur parcours professionnel, ils puissent recevoir la reconnaissance de la nation. Je profite pour féliciter l'ensemble des fonctionnaires qui sont à la tâche et féliciter les heureux récipiendaires. Ces distinctions, qui s'inscrivent dans le cadre des journées de la fonction publique, sont l'occasion pour la ministre Anne Oudésiré Ouloto d'appeler les fonctionnaires et agents de l'État à plus d'engagement dans les offres du service public. Et notez aussi dans l'actualité nationale que l'ouvrage de drainage du canal primaire longeant la voie A100 de la zone industrielle de Bonois, phase 1, a été réalisé. Les travaux ont duré 6 mois et ont coûté environ 1 milliard de francs CFA. Le ministre Souleymane Diarra et le président du conseil régional du Sud Comoé étaient à l'inauguration. Témoignage d'Angui Dangui. Fini la circulation des eaux pluviales ici sur la chaussée aux environs de la zone industrielle de Bonois. L'ouvrage du drainage du canal primaire longeant la voie 101 de la zone industrielle de Bonois phase 1 est achevé, réceptionné et inauguré ce jeudi au grand soulagement des populations. Nous, les premiers bénéficiaires de cet ouvrage, nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui. Et quand je dis nous, entendez le corps préfectoral ici présent, le conseil régional, le conseil municipal. Comme vous le savez, c'est nous qui sommes au service des populations, non seulement de cette localité de Bonois, mais de toute la région du Sud Comoé. Et notre premier souci, c'est de voir ces populations également avoir accès au bien-être. Tout en rassurant les populations de Bonois que le gouvernement poursuivra ses efforts pour faire de leur ville un important pôle économique, le ministre du Commerce et de l'Industrie a lancé cet appel. Je voudrais également appeler la population de Bonois, la jeunesse et toutes les couches sociales à mettre un point d'honneur à la concertation, au dialogue pour le règlement des problèmes que les activités industrielles, mais aussi commerciales pourraient occasionner. Préservons ce bien précieux que la paix et semons la concorde, gage de tout développement. La réalisation de l'ouvrage de drainage du canal primaire longeant la voie 101 de la zone industrielle de Bonois phase 1 a duré 6 mois et coûté environ 1 milliard de francs CFA. Voilà, et la Côte d'Ivoire au travail. Le ministre Laurent Tchagba vient de visiter toutes ces directions régionales sur l'ensemble du territoire pour les galvaniser, pour le reboisement. Un projet phare qu'il a mis en place pour la restauration du couvert forestier. Les directions régionales d'Abidjan, d'Agboville, d'Aboisseau ont été toutes visitées, nous rapporte Patricia Omouitia.
Au cœur des échanges, partager la vision de la nouvelle gouvernance du secteur qui va permettre de reconstituer le couvert forestier national en le faisant passer de 2,97 millions d'hectares de forêt à 6,5 millions d'hectares à l'horizon 2030. Le ministre a effectué une visite de terrain pour se rendre compte des menaces qui pèsent sur les ressources en eau. La rivière Biada-Boisseau devient de plus en plus boueuse du fait des activités d'orpaillage clandestin. Même constat avec le fleuve Tanoé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui subit également le même phénomène. Ce fleuve que nous voyons faisait l'objet d'activités anthropiques. Et dans le temps, quand on passait ici, on pouvait voir, comment on appelle les rochers, par le bas, en traversant la frontière. L'objectif est de faire le point des actions menées et identifier les actions en vue d'éradiquer définitivement ce fléau qui gangrène notre économie et notre société, a indiqué le ministre des Eaux et Forêts. Et il faut que rapidement, il y ait une réunion entre les structures du Ghana et de la Côte d'Ivoire. La tournée s'est poursuivie à la réserve écologique agricole d'Eyania pour procéder au reboisement de 100 plants sur une superficie de 187 hectares dans cette forêt préservée. Nous sommes arrivés à Boisseau pour être à l'écoute de nos agents par rapport au travail qu'ils font tous les jours et savoir les objectifs qu'on leur a fixés. Une telle activité ne peut que se terminer par un planting. Cette rencontre de travail dans le sud Comoé est la dernière étape des tournées du ministre Laurent Tchaba depuis sa prise de fonction en avril 2022 à la tête du département des eaux et forêts. L'Association nationale des coopératives agricoles organise depuis le 1er décembre et ce jusqu'aujourd'hui même le 3e forum économique des sociétés coopératives agricoles. Cette édition se tient à Daloa, dans le Haut-Sassandra, autour du thème agriculture, causes et victimes du changement climatique. Le reportage est signé Jean-Luc Bangbo. C'est Daloa, l'une des principales régions agricoles du pays, qui a été choisie cette année pour accueillir le Forum économique des sociétés coopératives agricoles. Producteurs de vivriers, entreprises phytosanitaires ou transformateurs agricoles, tous ont fait le déplacement pour exposer les fruits de leur labeur et faire entendre leur voix. Nous sommes venus ici en recherche, n'est-ce pas, de partenariat, de financement, parce que nous évoluons sur fonds propres. Et donc c'est un peu difficile pour les petits salariés que nous sommes quand nous entreprenons. Et puis bon, pour voir comment est-ce que nous pouvons évoluer pour augmenter notre production et la capacité de distribution de nos produits. Aujourd'hui, nous parlons de la vie chère, mais on peut contenir la vie chère quand nous sommes accompagnés et bien encadrés aussi. On a besoin de formation, on a besoin d'être encadrés encore plus parce que c'est une question de nourriture et la vie, c'est dans la nourriture. Le Forum économique des sociétés coopératives est surtout l'occasion de se pencher sur les problèmes qui minent le secteur agricole. Au jour d'aujourd'hui, de façon plus globale, le secteur fait face à un grand problème de mévente des produits agricoles. La résolution forte qui sort de ces assises, c'est que le gouvernement s'implique davantage à accompagner les sociétés coopératives à faire la transformation locale de nos produits. C'est la seule alternative et l'issue ultime qui nous permettra de sortir de la question de mévente des produits agricoles. Véritable moment de communion entre le monde agricole et la tutelle, représenté par le ministre d'État Gobedan Kwasi Adjoumani, le forum a été également l'occasion pour rappeler les actions en faveur du monde agricole. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est le véritable défenseur de notre agriculture. C'est vous qui travaillez, il faut qu'en retour, on vous soit redevable. Et pour nous, la meilleure façon de vous être redevable, c'est d'initier donc des réformes en vue de vous soutenir. Exposition, vente, panel, conférences ont été les principales articulations de cette 3e édition du Forum économique des sociétés coopératives. Une 3e édition qui a eu pour thème agriculture, causes et victimes du réchauffement climatique, quelles solutions durables? Le ministère des Ressources animales et halieutiques vient d'organiser dans la ville historique de Grand-Bassam une rencontre à l'intention de ses services déconcentrés et acteurs de la pêche. Il planche sur les réformes du secteur de la pêche, 48 heures de réflexion pour une appropriation du cadre législatif et réglementaire dans le secteur, notamment le processus d'immatriculation des embarcations de pêche artisanale et la gestion durable des ressources. Jean-Luc Mambo. Le poisson,
Première source de protéines animales en Côte d'Ivoire, avec une consommation supérieure à 20 kg par habitant et par an depuis 2016, alors que la production nationale, elle, reste faible. Face aux enjeux de développement durable des ressources halieutiques, de profondes réformes ont été entreprises par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Un arsenal juridique dédié qui, par ailleurs, a permis de définir et d'encadrer les conditions d'exploitation des ressources. L'activité de pêche artisanale a été organisée autour de sites aménagés et l'aquaculture se dote désormais de plans d'aménagement régionaux concertés. Malgré ces réformes, la Côte d'Ivoire a importé plus de 500 000 tonnes de poissons en 2020. Les textes législatifs et réglementaires, eux, restent insuffisamment connus par les acteurs de la pêche, d'où l'intérêt de cette rencontre. Cet atelier nous donne donc l'occasion privilégiée de faire des propositions concrètes pour que, par nos efforts conjugués, nous puissions, dans le prolongement des réformes précédentes, relever résolument les défis du moment. Pendant 48 heures, l'ensemble des acteurs du secteur, à savoir les services déconcentrés du ministère des Ressources animales et halieutiques, les communautés locales de pêche et les autres acteurs, ont notamment été sensibilisés sur les processus d'immatriculation des embarcations de pêche artisanales et la gestion durable des ressources. Aujourd'hui, samedi, le président de la CEI s'est rendu sur quelques sites d'enrôlement dédiés à la révision de la liste électorale dans les endroits visités, à Yopougon, au plateau, entre autres. On observe un engouement. L'opération en cours a un intérêt pour les citoyens, notamment les jeunes. Le président de la commission électorale indépendante fait un bilan à mi-parcours. C'est au micro de Sidonie Davila. Groupe scolaire William Ponty de Yopougon. Jean-Luc Kwame, étudiant, est venu s'inscrire sur la liste électorale. À tous ceux qui ont l'âge de 18 ans, qu'ils viennent s'inscrire. Parce que c'est important pour nous tous. Nous sommes des nouveaux citoyens, nous sommes la jeunesse. L'avenir du pays nous appartient, donc il faudra qu'on s'inscrive pour choisir nos candidats. Si l'engouement est faible ce samedi matin, dans ce centre à Yopougon, ce n'est pas le cas au centre d'Amondabi du plateau. Après 2 semaines de démarrage de la révision de la liste électorale, le président de la CEI est sur le terrain dans ces 2 centres pour apprécier l'effectivité de l'opération et l'exécution des tâches des agents. Que ce soit avec les agents de la CEI qu'avec les futurs électeurs, à chacune des étapes de l'opération, le président s'assure que tout va bien. Je viens de m'inscrire sur la liste électorale. Je suis content. Depuis 2010, je vote. Ce requérant, que je félicite d'ailleurs, est venu dans ce centre parce qu'il veut changer de lieu de vote. Mais il est toujours dans la circonscription de Yopougon. Donc il n'a pas besoin d'une attestation de résidence. Les jeunes, eux, sont plus que motivés. On m'a sensibilisé et j'ai vu que les gens avaient vraiment raison. Donc j'ai décidé aujourd'hui matin de venir me faire enrôler. La visite de la CEI dans les centres de Yopougon et du plateau s'achève par un point presse pour un bilan à mi-parcours de l'opération de la révision de la liste électorale. C'est avec beaucoup de joie que je constate un engouement certain et ma joie est d'autant plus justifiée par la présence des jeunes. Et les agents enrôleurs nous affirment qu'effectivement, bon nombre de jeunes viennent s'inscrire dans nos centres d'enrôlement. Et ça, c'est une satisfaction. Ibrahim Koulibaly-Cubière, président de la CEI, apporte quelques précisions sur la transhumance et l'inscription sur la liste électorale. La loi dit quoi? La loi dit ceci, que le citoyen qui vient s'inscrire pour la première fois peut s'inscrire où il veut, à condition d'y avoir son domicile, à défaut sa résidence, à défaut s'il est à l'étranger, son lieu où il se fait immatriculer, s'il est sur le territoire national, là où il paie les impôts. Il ne faut pas croire qu'on peut s'inscrire partout. S'il est vrai que celui qui vient s'inscrire pour la première fois n'a pas à justifier sa résidence ou son domicile, mais en cas de contentieux, si quelqu'un conteste, bien entendu, que ce monsieur ne réside pas dans ce lieu, pour lutter contre la transhumance, il sera obligé de justifier sa résidence à l'occasion du contentieux. Je voudrais inviter les uns et les autres à un minimum de civisme. Mais je voudrais de façon générale vous préciser ceci. On s'inscrit une seule fois sur la liste électorale. Et l'inscription en principe se fait à vie, sauf dans 2 cas. L'inscription est suspendue
quand vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. L'inscription est suspendue définitivement quand vous êtes décédé. Alors, dans le cas de celui qui est déchu de ses droits civils et politiques, si, après exécution, ou bien le motif qui justifiait sa déchéance disparaît, soit la commission électorale prend l'initiative de l'inscrire systématiquement sur la liste électorale, soit lui-même il vient le faire à l'occasion du contentieux. L'inscription sur la liste électorale est gratuite. Pour s'inscrire, le citoyen devra se munir de sa carte nationale d'identité ou d'une attestation d'identité, à défaut d'un récépissé ou d'un certificat de nationalité ivoirienne. Voilà, député, le 19 novembre dernier, la révision de la liste électorale se poursuit jusqu'au 10 décembre prochain dans la commune d'Atekoubé. Le ministre des Sports, par ailleurs député maire sur le terrain, avait pour objectif de faire enrôler 5000 personnes. Franck Kouadiop, le reportage. La stratégie du ministre des Sports, par ailleurs député maire de la commune d'Atekoubé, lancée pour la victoire du RHDP en vue des prochaines échéances électorales dans la commune. Paulin-Claude Dao est alors sur le terrain et son objectif, faire enrôler 5000 personnes et franchir la barre de 100 000 électeurs à Atekoubé. À partir d'aujourd'hui, on lance l'opération ligne droite. On doit faire 10% de plus sur la liste électorale. Il faut qu'on fasse le maximum. Moi, j'ai promis un chiffre au président de la République. J'ai promis un chiffre au directoire du RHDP. Et ils savent que je suis capable de faire ce chiffre à Atekoubé. Je dis qu'on va dépasser, ici sur le plateau d'Atekoubé, la barre des 5000, des relots, on va dépasser les 5000. Le député maire Paulin-Claude Dao opte pour une campagne de proximité. Il rencontre les différentes composantes de la commune. Il s'agit de leur expliquer le bien fondé de cette opération de révision de la liste électorale. Et la société civile s'implique aussi dans le processus. Elle sensibilise justement les populations à s'inscrire sur la liste électorale. L'association interreligieuse pour la paix et le développement était à Bonois dans le cadre du lancement de sa campagne de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Le reportage est signé par Gassoro Kone de Madonji. Les membres de l'association interreligieuse pour la paix et le développement à la cour royale de Bonois. Une présence pour échanger sur le processus de la révision de la liste électorale en cours. Cette association interreligieuse accompagne la commission électorale indépendante afin d'intensifier cette campagne de sensibilisation. L'initiative reçoit le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. Une démarche qu'apprécie à sa juste valeur Nana Joviano, chef des notables de la cour, représentant le roi de Bonois, Sa Majesté Miezan Kakou Venance. Après Bonois, l'association interreligieuse pour la paix et le développement va sillonner les autres départements de la région du Sud Comoé en vue de sensibiliser les populations sur l'importance de la révision de la liste électorale. Le reportage est réalisé pour vous par Godefroy Okambawa. Un mot au niveau de l'éducation. Notez que la nouvelle directrice pays du PAM, le Programme alimentaire mondial, vient d'échanger avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tokone. Ils ont évoqué plusieurs sujets sur l'école ivoirienne, au nom desquels les cantines scolaires. Comment améliorer les performances de l'école ivoirienne au moyen des cantines scolaires? La question est au centre de cette séance de travail entre la nouvelle directrice pays du PAM, Programme alimentaire mondial, et la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En fonction en Côte d'Ivoire depuis 2 mois, Olivia Hans est venue réaffirmer le soutien de son institution à la tenue des cantines scolaires. On ne peut pas apprendre à l'école si on a le ventre vide. Donc ça, je pense que c'est vraiment la base. Il ne faut pas oublier également qu'il y a des zones plus reculées en Côte d'Ivoire où les parents n'ont peut-être pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école. Que justement le fait que les enfants peuvent recevoir le repas à l'école va les motiver pour les envoyer et puis pour qu'ils puissent apprendre et puis plus tard avoir un métier. Selon des chiffres, malgré les efforts du gouvernement, 67% des écoles primaires en Côte d'Ivoire n'ont pas de cantines scolaires. Et toujours selon une étude, ce fait est à la base des abandons scolaires. C'est pourquoi les récents états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont replacé les cantines scolaires au centre des performances de l'école ivoirienne.
nous devons systématiser l'alimentation scolaire, aussi bien pour le préscolaire, le primaire que pour le secondaire, dans l'objectif d'améliorer d'abord le taux d'accès à l'école, d'améliorer le maintien des enfants et surtout d'accroître le taux de réussite. Cette rencontre de travail a été également l'occasion pour la ministre Mariatou Kone d'annoncer à son hôte l'adhésion très prochaine de la Côte d'Ivoire dans la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. La Mauritanie vient de célébrer le 62e anniversaire de son indépendance et en Côte d'Ivoire, la commémoration a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur mauritanien. C'était en présence de plusieurs personnalités et diplomates. Les deux pays amis, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, ont célébré leur coopération. Frédéric Ola et Konaté Moussa pour le reportage. L'ambassadeur de la République de Mauritanie en Côte d'Ivoire et son épouse accueillent leurs invités. Des personnalités conviées au 62e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie. Occasion pour l'ambassadeur de passer en revue les accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Les relations entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire sont marquées par la signature de plusieurs accords au cours de ces 62 années qui concernent essentiellement la libre circulation des biens et des personnes, les échanges bilatéraux en matière de commerce, les accords dans le domaine de la pêche. Et ces relations ont été renforcées ces dernières années grâce aux efforts de nos deux présidents. La Côte d'Ivoire enregistre une importante communauté mauritanienne, forte de plus de 80 000 personnes. En plus de cela, le volume des échanges entre les deux pays est estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Coopération économique, le diplomate Mohamed Abdallahi Katra s'est félicité des relations fraternelles. Cette célébration est l'occasion d'exprimer la gratitude de mon gouvernement aux autorités ivoiriennes pour la bienveillance, l'hospitalité et le traitement fraternel dont bénéficie notre communauté en terre ivoirienne. La célébration de la fête de l'indépendance de la Mauritanie a vu la participation de diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et d'autorités ivoiriennes. Et notez que les pygmées, peuples victimes de stigmatisation, bénéficient désormais d'une protection en République démocratique du Congo. Après 14 années de plaidoyer, une loi consacrant la discrimination positive en leur faveur vient d'être promulguée. Les organisations de défense des pygmées se réjouissent de cette mesure prise par le président congolais Félix Tshisekedi. Et grâce à cette loi, les pygmées bénéficieront de la gratuité des soins, de frais de justice, y compris la commission d'office d'un avocat devant les instances judiciaires. Et nous sommes samedi, vous l'avez très bien compris. On passe à l'instant culture de ce samedi. Par devoir de mémoire, l'universitaire spécialiste des questions de défense du terrorisme, Dr Jean-Jacques Konangué, revient sur le premier attentat survenu dans notre pays. C'était en 2016. 6 ans après cet événement douloureux qui a emporté, je rappelle, 19 vies, l'auteur nous interpelle à travers un livre. Bonsoir, Dr Jean-Jacques Konangué. Bonsoir, madame. Voilà, le 13 mars 2016 a été une journée sombre pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Dites-nous comment vous l'avez vécu cette journée. Étiez-vous ici ou à l'extérieur? Oui, j'étais ici en Côte d'Ivoire. Et à l'époque, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais chez moi à 13h quand j'ai reçu un coup de fil d'un de mes amis qui m'a dit qu'il y avait des coups de feu du côté de Grand Bassam. Donc, automatiquement, j'ai appelé mon patron de l'époque, je lui ai rendu compte et il m'a dit d'investiguer. Et quand j'ai rappelé, j'ai recoupé. Au départ, les gens pensaient qu'il s'agissait d'un braquage ou des jeunes qui étaient en train de faire la fête. Et lorsqu'on a approfondi, on a recoupé les informations, on s'est rendu compte que c'était une attaque terroriste. Et là, c'était une attaque terroriste. Et par devoir de mémoire, selon vous, vous avez décidé donc d'écrire sur l'attentat de Bassam, dans le feu de l'action. Vous le dites, vous nous replongez donc dans le feu de l'action. Dans ce souvenir douloureux. Au-delà du souvenir douloureux, c'est l'action des forces de défense et de sécurité, plus particulièrement des forces spéciales, que je voudrais mettre en exergue. Voilà pourquoi je parle du feu de l'action. Parce que l'attentat de Bassam a ceci de particulier, qu'elle est survenue dans un contexte où
nos forces de défense et de sécurité étaient préparées parce qu'il y a plusieurs exercices qui ont été faits, parce que c'est en 2016 que ça intervient, mais déjà en 2015, il y a une stratégie nationale de lutte contre les terroristes qui a été adoptée. Début 2016, à l'époque, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, sous les orientations du président de la République, avait décidé de mener une série d'exercices de lutte contre le terrorisme et de libération des otages. Et puis plus tard, il y a le CILAT qui a été mis en place. Le CILAT, c'est le comité interministériel de lutte antiterroriste qui a favorisé la mise en place du pacte. Le pacte, c'est le plan d'action antiterroriste qui permet de déterminer les niveaux d'alerte en fonction de la menace et de déterminer la force qui allait intervenir. Donc en amont, des dispositions ont été prises, il y a eu cette attaque et c'est pourquoi vous dites dans votre ouvrage, c'est une attaque qui survient n'importe quel moment et n'importe où. Vous allez nous en dire davantage. On va juste voir le résumé de votre ouvrage, Attentat de Bassam dans le feu de l'action, un ouvrage qui a été lu et bien résumé par nos reporters Serge Pacom Didier et Didier Nguesson. On va suivre ensemble et on en reparle. 6 ans après l'attentat terroriste de Grand Bassam, 2 événements majeurs nous replongent dans les souvenirs. Le procès des présumés auteurs et complices, mais aussi la sortie d'un livre. Devant le tribunal criminel d'Abidjan-Plateau, les prévenus comparaissent pour 7 chefs d'accusation, notamment assassinat, tentative d'assassinat, acte de terrorisme, recel de malfaiteurs, coups et blessures volontaires par arme à feu, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre et complicité des dits faits. Comme un écho au temple de Thémis, l'apparition du livre « Attentat de Bassam dans le feu de l'action » inscrit la tragédie dans l'histoire à travers une démarche plutôt scientifique. Elle questionne, à la loupe de la rigueur universitaire, l'origine du terrorisme, son contexte sous-régional, la réaction des forces de l'ordre et propose des pistes de solutions pour sinon prévenir le fléau, du moins le réduire à sa plus simple expression. Quête de vérité au palais de justice, des voix de mémoire avec l'enseignant-chercheur et auteur Jean-Jacques Conadier. 2 démarches, une même finalité, tirer les leçons de cet attentat afin de laisser aux générations présentes et à la postérité le message d'une nation qui refuse d'être le martyr des marchands de la mort pour être une nation résiliente. Vous nous appelez à la vigilance et pour cela, vous voulez qu'on sache c'est quoi le terrorisme et c'est quoi le complice. Dites-nous. Oui. Docteur Jean-Jacques Conadier. Il faut dire que le terrorisme est l'usage de la violence à des fins politiques, idéologiques, religieuses. Mais la particularité du terrorisme, c'est que c'est un phénomène qui est complexe. Il est complexe en ce sens que jusque-là, il n'existe aucune définition universellement reconnue. En 1996, le comité des Nations Unies qui s'est penché sur la question du terrorisme a identifié 250 définitions de la notion de terrorisme. Parce que celui qui est considéré comme terroriste pour les uns peut être considéré comme héros pour les autres. Donc c'est une notion qui est complexe, mais il faut retenir une chose, c'est que c'est celui, de façon littérale, c'est celui qui utilise la violence à des fins politiques, idéologiques et autres. Et c'est une notion qui date de la Révolution française. La première fois que l'expression a été utilisée date de 1793 sous le gouvernement de Maximilien Robespierre. Donc, on parle du terrorisme avec l'État comme acteur de cette violence, de cette terreur. Dans tous les cas, il y a cette action de violence, de terreur, donc volonté de terroriser. Et le complice? Le complice, c'est celui qui contribue d'une façon directe ou indirecte, d'une façon active ou passive. Et c'est très bon d'insister là-dessus pour sensibiliser les populations. C'est bon d'insister pour sensibiliser la population. C'est en ce sens-là qu'on parle de patriotisme. Parce que le terrorisme, la lutte contre le terrorisme fait appel à la fibre patriotique parce que c'est une menace qui est asymétrique. Le terrorisme a la particularité d'être à la fois partout et nulle part. Donc, on peut de façon involontaire contribuer en offrant gîte et couvert à des personnes qui viennent pour perpétrer des attaques. Au cas où ces personnes-là sont prises, vous qui avez offert gîte et couvert, vos responsabilités sont engagées. Alors donc, de façon pratique, comment faire pour ne pas tomber dans le filet de l'oiseleur? D'abord, il faut connaître. J'ai discuté avec le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko il y a 2 jours et qui a donné une définition importante. Il dit la meilleure façon de combattre le terrorisme, c'est de le connaître.
Et pour le connaître, il faut qu'on soit suffisamment sensibilisé sur la pratique, sur les méthodes et surtout la façon dont les terroristes procèdent. Ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, comment faire? Vous avez des anecdotes? Oui, vous avez des anecdotes? Les anecdotes, c'est par rapport au renseignement humain. Parce que la seule façon de lutter efficacement contre le terrorisme, c'est le renseignement humain. Et on peut partir, par exemple, d'un pays dont je tairai le nom, qui depuis 2011, n'a pas connu d'attaque terroriste. Et souvent, on se demande si c'est parce que les forces de défense et de sécurité sont efficaces, alors que moi, je dis que dans la lutte contre le terrorisme, la dimension militaire doit être en dernier recours. Donc, c'est le renseignement humain. Et dans ce pays-là, il y a une famille, c'est une anecdote, il y a une famille qui avait l'habitude de côtoyer une boulangerie et qui chaque matin achetait 2 baguettes de pain. Et du jour au lendemain, cette famille-là a commencé à acheter 10 baguettes de pain. Ça a interpellé le boulanger qui s'est dit, effectivement, les 10 baguettes, ça arrange mon chiffre d'affaires, mais pour une question d'intérêt national, c'est quand même flou. Je n'ai vu personne entrer, mais comment se fait-il que ces personnes-là puissent manger 10 baguettes de pain? Donc ça a interpellé tout de suite. Ça a interpellé, on a investigué et on s'est rendu compte que cette famille-là hébergeait des personnes qui étaient en préparation d'une attaque terroriste. Donc c'est pour dire que la lutte contre le terrorisme, c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Et au-delà de cela, la lutte contre le terrorisme doit réunir les populations et nos forces de défense et de sécurité. Mais à commencer par les populations, parce que nos populations, chaque citoyen doit savoir qu'il est le premier acteur de sa propre sécurité et de celle des autres. Donc, partant de ce fait, on doit se dire que la lutte contre le terrorisme doit nous interpeller en premier lieu. D'accord. Alors, vous parlez de tirer des leçons du 13 mars 2016. Vous avez parlé des stratégies en amont qui ont été prises, mais cela n'a pas empêché l'attaque de survenir en 2016. Alors, quelles sont les leçons à tirer du 13 mars 2016 ? Ce qu'il faut tirer comme leçon, c'est de faire en sorte que ce phénomène soit suffisamment connu. Parce qu'il y a 18 personnes qui sont jugées depuis le 30 novembre. Ce qu'on constate, c'est que ce sont des personnes qui ont contribué de façon passive. Si ces personnes-là connaissaient plus ou moins la notion de terrorisme, et si ces personnes-là avaient été suffisamment sensibilisées pour identifier les personnes qui sont radicalisées ou en cours de radicalisation, je pense qu'on aurait pu éviter un certain nombre de choses. Donc, première des choses, c'est la sensibilisation sur le phénomène. Deuxième des choses, et qui doit sensibiliser? C'est la population, c'est l'État, la population, c'est tout le monde. En fait. Tout le monde. Comme je le disais, c'est une affaire de tous. Mais autre chose, il faut qu'il y ait ce lien fort entre nos forces de défense et de sécurité. Il ne devrait pas avoir de désamour entre nos forces de défense et de sécurité. Parce que quand nos forces de défense et de sécurité sont craintes par nos populations, lorsqu'elles ont de l'information, lorsqu'elles ont du renseignement, auprès de qui elles vont se tourner. Donc, il faut absolument qu'il y ait une synergie d'action. Voilà pourquoi il faut développer les actions civilo-militaires, les dialogues civils. Et la lutte contre la pauvreté aussi qui doit s'accentuer. Justement, le gouvernement qui a entrepris des actions dans les zones frontalières du Nord. Justement, parce que la lutte contre le terrorisme passe par le développement local. C'est une approche locale parce que les terroristes font leur nid là où il y a la pauvreté, là où il y a le recul de l'État, là où il y a le chômage, là où il y a l'injustice, là où il y a l'insécurité. Donc, aujourd'hui, je pense que l'État de Côte d'Ivoire a saisi cette préoccupation. Voilà pourquoi, au mois de janvier 2022, le Premier ministre Patrick Achi, avec quelques membres du gouvernement, ont fait une tournée dans toutes les zones qui sont en proie à cette menace terroriste et ont investi un peu plus de 8,6 milliards dans des projets d'insertion. Et vous appelez à étendre ces actions-là partout en Côte d'Ivoire? Partout en Côte d'Ivoire, effectivement. Merci beaucoup. Oui, si vous permettez, je souhaiterais quand même dire merci à un certain nombre de personnalités qui m'ont aidé. Pour la sortie de ce livre, je voudrais remercier Madame la Grande Chancelière, Henriette Dagri-Diabaté, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo, les généraux de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko et Doumbia Lassina, M. Ibrahim Magassa, M. Jean-Louis Moulot, maire de Bassam, M. Fabrice Sawignon, M. Kenzo Kwadjo et enfin M. Félix Odounou. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire n'a pas des raisons de s'inquiéter. La Côte d'Ivoire n'a pas des raisons de s'inquiéter. Terminer rapidement. Oui, la Côte d'Ivoire est suffisamment préparée. Merci beaucoup, Dr Jean-Jacques Konagué, d'avoir été avec nous. On garde l'espoir, c'est une lutte qu'on peut endiguer. C'est moi qui vous remercie, madame. On ne les oubliera jamais, donc, ces victimes de l'attentat de Grand Bassam, en nous plongeant dans le feu de l'action à travers sa plume sur cet événement douloureux. Dr Jean-Jacques Konagué nous appelle
à la vigilance. Alors tous contre le terrorisme, au nom de ces civils et militaires tombés, au nom de ces forces de défense qui continuent à se battre. À demain 20h.